Bonjour à tous, une nouvelle chronique philosophique par Mon et par Vaux, cette fois consacrée au philosophe Hegel et à une notion philosophique qu'il a étudiée notamment dans son livre Les principes de la philosophie du droit, excusez-moi, la vengeance. Alors, comme d'habitude, comme pour chaque chronique, ce qui va m'intéresser, ça ne va pas être d'expliquer la philosophie de Hegel pour elle-même, je ne fais pas un cours académique, un cours universitaire sur Hegel, mais je vais essayer d'utiliser Hegel et ce qu'il nous apprend pour pouvoir comprendre un phénomène contemporain, et là en l'occurrence, ce phénomène a traversé les siècles, on le retrouve encore aujourd'hui, il s'agit de la vengeance. Alors plus précisément, au cours de l'été 2020, à la suite de la mort de George Floyd, à Minneapolis, dans le Minnesota, nous avons vu toute une série de manifestations qui se sont déroulées sur le territoire américain, mais aussi en Angleterre, également en France, avec des actes de vengeance, notamment le déboulonnage d'un certain nombre de statues de grands hommes soupçonnés, à tort ou à raison, d'avoir participé à des siècles d'esclavagisme. Est-ce que la vengeance est en soi légitime? Est-ce que la vengeance peut fonder le droit? Est-ce que la vengeance peut permettre à une société de progresser? Telle sera la question philosophique que je vais traiter. Mais pour cela, il faut que je prenne un peu de recul, puisque la philosophie, c'est une forme de presbytie. Lorsque les événements sont trop proches de nous, nous voyons flou, nous avons besoin de nous reculer pour pouvoir percevoir, peut-être à travers une loupe, le véritable contour d'une réalité. Et pour cela, je vais utiliser deux exemples mythiques, pour me permettre d'expliquer un petit peu mieux ce que peut être la vengeance. Ces deux exemples, c'est un extrait de l'Iliade d'Homère, avec un personnage très particulier qui s'appelle Ajax, d'une part, et d'autre part, un roman du 19e siècle, Michael Colas. Alors pourquoi utiliser ces histoires? Ce sont des mythes. La philosophie s'est structurée depuis Platon sur cette dichotomie qu'il y a entre le logos, c'est-à-dire le discours rationnel, les raisonnements un peu austères mais déductifs qui permettent d'arriver à des conclusions relativement certaines, et d'autre part le mythos, c'est-à-dire des récits souvent tirés des origines qui vont avoir pour fonction d'expliquer, de nous dire quelque chose du réel. Le maître en la matière, ce fut Platon, et Platon avait un autre maître, c'était Homère. Avant de pouvoir développer correctement ces exemples, il faut poser une définition de ce que c'est que la vengeance. La vengeance, c'est donc une réponse face à un délit. Cette réponse que l'on veut être proportionnée et qui va permettre de satisfaire le sentiment d'injustice. Donc la vengeance, par définition, elle est éminemment subjective et passionnée. Passionnée dans le sens où on est dominé par des sentiments. La vengeance a été codifiée très très tôt dans l'histoire de l'humanité, du moins les traces que nous en avons. Par exemple, dans le code Hammurabi, qui est le plus ancien code que nous avons retrouvé à côté de l'ancienne Babylone. Ça date de 1700-1750 avant notre ère, donc quasiment 4000 ans d'existence. Nous avons toute une série de jurisprudences qui sont inscrites, et deux de ces jurisprudences font référence directement à la loi du talion. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est une tentative de réguler la réponse à toute forme d'attaque, de manière à ce qu'il n'y ait pas une surenchère dans la violence. Parce que si la réponse est disproportionnée, bien entendu, elle va appeler à une autre réponse. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, exactement, je crois, vous avez 3-4 références à cette même loi du talion. Donc de tout temps, les hommes ont pensé le problème de la vengeance et ont essayé de réguler cette vengeance, mais sans véritablement trouver le moyen de rendre illégitime cette vengeance. Et avec Hegel, nous allons pouvoir voir en quoi justement la vengeance devient illégitime. Donc adressons-nous directement à Homère avec un extrait de l'Iliade. Enfin, je ne vais pas vous lire un extrait de l'Iliade, mais je vais vous parler d'un personnage de l'Iliade pas très connu, Ajax, qui est coincé entre deux autres grands guerriers, Achille, qui est le symbole de la force, qui est le symbole de la bravoure, et Ulysse, qui est le symbole de la ruse et de la persévérance, puisqu'il sera le personnage central de l'Odyssée. Mais dans l'Iliade, le côté rusé, voire pas tout à fait honnête d'Ulysse est davantage mis en valeur par Homère. Et Ajax, c'est
le guerrier vaillant qui va être toujours dans l'ombre d'Achille. Et quand ce dernier meurt, il estime que de droit, les armes d'Achille lui reviennent. Or, les rois grecs, dont Agamemnon et Ménélas, décident de donner plutôt les armes à Ulysse. Ajax se sent victime d'une véritable injustice et il décide de se venger. Le lendemain matin, il voit une assemblée dans la brume, il prend son épée et il décapite tous les membres de cette assemblée, pensant que c'était les rois grecs, et il s'aperçoit que ce n'était que des moutons. Pris de honte, il décide de se suicider. Et Agamemnon et Ménélas, constatant le méfait, décident de le punir, bien qu'il soit mort, en lui refusant une sépulture, en expliquant qu'un soldat n'a pas le droit de remettre en question une décision de l'un de ses supérieurs. Donc voilà le premier mythe. Est-ce que Ajax avait le droit de se venger? Cette question, pour pouvoir la comprendre, il faut travailler sur les définitions de la notion de droit et la notion de justice. Les deux ont une définition polysémique, c'est-à-dire peuvent avoir plusieurs sens. Le droit, c'est déjà d'une part ce à quoi moi, individu, j'ai le droit. Donc c'est d'une revendication personnelle, individuelle. Mais le droit, c'est aussi l'ensemble des lois qui ont été écrites par l'État, par la société, par les parlements, par la religion, et qui vont structurer de manière objective les relations entre les individus au sein de la société. Donc il y a déjà une contradiction à l'intérieur même du terme de droit. La justice, c'est pareil. La justice, c'est l'institution qui applique les lois décidées par la société. Mais dans le même temps, la justice, c'est un sentiment individuel, c'est un ressentiment. On se sent victime d'une injustice et on estime cela au moins aussi légitime que l'application des lois. La difficulté, c'est que l'un ne peut pas prévaloir sur l'autre automatiquement, puisque aucun des deux n'est définitivement arbitraire. La justice, en tant qu'institution, s'appuie sur des traditions, s'appuie sur une histoire de l'écriture des lois, qui peuvent trouver leur fondement dans les traditions, dans la religion, mais aussi dans un raisonnement, comme le droit romain par exemple. Mais dans le même temps, le sentiment de justice, c'est ce qui anime un individu. C'est une forme de subjectivité qui apporte une force et qui peut provoquer des passions constructives ou destructrices. Donc la situation d'Ajax est assez difficile et suffisamment riche pour que nous puissions nous appuyer dessus. La deuxième histoire, c'est donc un roman du 19e siècle, écrit par Heinrich von Kleist, qui a été adapté au cinéma en 2012 par Arno Topayer, et qui raconte l'histoire au XVe siècle, donc pendant le Moyen-Âge, d'un éleveur de chevaux qui doit payer des taxes pour pouvoir, et ce qui est normal, se développer son commerce. À un moment donné, il passe à une douane et il doit laisser en gage certains de ses meilleurs chevaux pour pouvoir aller chercher l'argent nécessaire. Mais lorsqu'il revient, il s'aperçoit qu'il a été escroqué par les agents de douane qui ont revendu ses chevaux et il décide de porter plainte. Michael Kolas n'est pas un révolté dans l'âme, c'est quelqu'un qui croit en la justice de son pays. Donc il décide d'aller porter plainte auprès du tribunal de Dresde. Dans le roman de Kleist, donc ça se passe en Allemagne, dans le film français, ça se passe dans les Cévennes. Mais bon, le déroulé est le même. Michael Kolas croit en la justice de son pays et décide de porter plainte auprès du tribunal de Dresde, qui le dégoûte. Et là, Michael Kolas change radicalement d'attitude, le sentiment d'injustice le domine et il décide de lever une armée avec tous les pauvres qu'il connaît et qui ont été victimes d'injustice de la part d'un pouvoir politique arbitraire, et il se lance dans une guerre civile. Une guerre civile qui lui offre un certain nombre de victoires, le pouvoir politique commence à devenir chancelant, et c'est une véritable crise au sein même de son pays. Jusqu'à ce qu'un religieux très connu, Martin Luther, moine, père de la philosophie protestante, va intervenir, rencontre Michael Kolas et lui tient ses propos. Kolas, toi qui prétends être envoyé pour manier le glaive de la justice, qu'oses-tu entreprendre présomptueux dans ton délire aveugle et passionné, toi qui n'es qu'injustice de la tête aux pieds, parce que le souverain t'a dénié ton droit dans une querelle pour un bien sans valeur, tu te dresses, homme perdu, le fer et le feu à la main,
et tu te déchaînes comme le loup du désert contre la paisible communauté dont il est le protecteur? Est-ce à toi, damné, effroyable créature, qu'il appartient d'être ton juge à ton tribunal? Ces paroles de Martin Luther, en fait, expliquent toute la problématique. Qui est Michael Colas? Ce n'est qu'un particulier, ce n'est qu'un individu. Certes, il a été brimé, il a été victime d'une injustice, mais au final, est-ce à lui véritablement de rendre la justice? Ou n'est-ce pas plutôt à son souverain? Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, pour pouvoir maintenir la paix sociale au cœur de la société. Parce que si Michael Colas se donne le droit de prendre ce pouvoir, n'importe qui peut le faire. Et donc, il va y avoir une espèce d'escalade dans la violence que plus personne ne pourra arrêter. Michael Colas est sensible à ces arguments, il accepte de parlementer avec l'autorité gouvernante qui lui propose une amnistie pour les belligérants et un procès équitable. Michael Colas accepte, le procès a lieu, il est reconnu dans ses droits quant au vol des chevaux et on l'indemnise, mais il est reconnu coupable pour avoir pris les armes contre le pouvoir. Et Michael Colas accepte cette sentence et considère que la justice a été rendue. Il est condamné à mort, mais il ne se rebelle pas. Voilà la fin du roman de Heinrich von Kleist. Je sais que le film ne se termine pas exactement comme ça, et donc ça serait intéressant de pouvoir comparer les deux histoires, mais ça ne va pas servir directement mon propos. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est justement le rétablissement d'une autorité politique qui va permettre de restabiliser les relations au sein de la société. Mais pour que cette autorité politique regagne son autorité, il faut qu'elle reconnaisse dans un premier temps l'injustice qui a été commise contre un certain nombre de personnes au cœur même de la population qu'elle devait protéger. Et ça, bien entendu, le parallèle avec par exemple les violences commises par les Gilets jaunes en 2018 ou bien les violences commises au cours de cet été 2020 contre les statuts d'anciens esclavagistes est un parallèle intéressant, puisque à chaque fois le pouvoir politique, pour réagir, a besoin d'être poussé dans ses derniers retranchements, notamment par une forme de violence. Mais est-ce que pour autant c'est de la vengeance? Alors pour nous aider un peu plus à répondre à cette question, je vais donc utiliser un philosophe allemand, Hegel, dans les principes de la philosophie du droit, et la propédeutique philosophique. Je vais plutôt vous lire un extrait de la propédeutique philosophique. Alors Hegel n'est pas un philosophe très simple à lire, j'ai même eu de nombreuses difficultés pour pouvoir parvenir à maîtriser l'ensemble de son système et je ne suis pas sûr d'y être arrivé, mais je vous demande de retenir deux idées avec lesquelles vous ne serez peut-être pas d'accord, mais ce n'est pas le propos. La première idée, c'est que pour Hegel, l'État, c'est ce qui permet de structurer la société, mais c'est ce qui permet aussi aux individus à l'intérieur de cette société d'être véritablement libres. C'est le premier point, c'est l'idée la plus claire et sans doute qui peut être remise en cause, en tout cas discutée aujourd'hui. La deuxième idée, qui est un petit peu plus complexe, qui est un peu plus en rapport avec sa philosophie, c'est que pour Hegel, nous avons toujours besoin d'un rationnellement négatif pour pouvoir progresser. Qu'est-ce qu'un rationnellement négatif? C'est ce qui n'est pas nous. Nous ne pouvons pas progresser par nous-mêmes, mais nous pouvons progresser uniquement si nous êtes confrontés à quelque chose qui s'oppose à nous. Et ce quelque chose, ça peut être un tribunal, ça peut être un tiers neutre qui va nous permettre d'évoluer au sein même de la société et dans la relation que nous avons d'une part avec nous-mêmes et d'autre part avec les personnes qui, pour des raisons particulières, nous ont fait du mal. Je vais vous lire un extrait de la propédeutique philosophique, le paragraphe 21, où Hegel s'intéresse à la question de la vengeance. Mais il ne faut pas que l'acte de réparation soit exercé par l'individu lésé ou par ceux qui dépendent de lui, car chez eux, la restauration du droit en son caractère universel se trouve liée au caractère fortuit de la passion. La réparation ne peut être l'œuvre que d'un tiers, à cet effet commis, qui ne fasse valoir et n'effectue que de l'universel. Dans cette mesure, elle est punition. Éclaircissement. La vengeance se distingue de la punition en ce que l'une est une réparation obtenue par un acte de la partie lésée, tandis que l'autre est l'œuvre d'un juge. C'est pourquoi il faut que la réparation soit effectuée à titre de punition, car dans la vengeance, la passion joue son rôle et le droit se trouve ainsi troublé. De plus, la vengeance n'a pas la forme du droit, mais celle de l'arbitraire.
car la partie lésée agit toujours par sentiment et selon un mobile subjectif. Aussi bien le droit qui prend la forme de la vengeance constitue à son tour une nouvelle offense, n'est senti que comme conduite individuelle et provoque inexpiablement, à l'infini, de nouvelles vengeances. Voilà exactement ce que veut expliquer Hegel. L'individu, c'est un particulier, c'est un être singulier, et qui est dominé par ses sentiments, par la subjectivité de ses sentiments. L'État a cette capacité de s'élever au niveau de l'universel et, par sa neutralité, va pouvoir faire cesser toute forme de violence au sein de la société. C'est la raison pour laquelle, au final, dans les deux exemples que j'ai pris, Michael Colas et Ajax dans l'Iliade de Homère, à chaque fois, ce sont des autorités supérieures qui finissent par trancher et qui permettent la fin de l'histoire. S'il n'y a pas cette autorité supérieure, il n'y a pas la possibilité de tourner la page. C'est la raison pour laquelle la vengeance ne peut pas faire droit. La vengeance, c'est de la violence, et la vengeance appelle d'autres formes de violence. Voilà la raison pour laquelle, au final, quand bien même vous avez des mouvements d'une population qui veut revendiquer ses droits et qui utilise une forme de violence pour cela, quelle qu'elle soit, condamnable ou pas condamnable, ça peut se discuter, ça ne peut pas être la finalité politique. La finalité politique, c'est lorsque l'État reprend l'initiative et soit recrée une nouvelle loi, soit émet un jugement, mais je pense que la notion de jugement est plus importante que la création de la loi, pour reconnaître qui est la victime et qui est véritablement le coupable. Pour terminer, j'aimerais préciser ce qui m'a inspiré cette chronique, ce qui m'a donné l'idée de cette nouvelle chronique par Mont et par Vaux. C'est un autre livre de philosophie, contemporain, celui-ci, puisqu'il a été nominé au prix du livre lycéen organisé par l'APEP, l'Organisation des professeurs de philosophie, en 2020. Ce livre, c'est celui de Paul Audy, Réclamer justice, aux éditions Galilée. Alors lorsque vous prenez ce livre, qui est d'une lecture pas facile, mais vraiment très stimulante, vous voyez qu'il va s'ouvrir sur les deux mêmes exemples que moi, celui de Michael Colas et celui d'Ajax dans l'Iliade de Homère, mais vous vous apercevrez aussi très vite que Paul Audy ne défend absolument pas la même thèse que moi et ne va pas développer du tout les mêmes problématiques. Mais c'est justement ça qui est intéressant lorsqu'on lit la philosophie, lorsqu'on lit un philosophe, ce n'est pas nécessairement être d'accord avec lui, et je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi sur tous les points, mais pour autant que ce soit l'occasion, le moment d'une discussion, d'une réflexion sur les différents problèmes philosophiques sur lesquels justement ce philosophe a mis le doigt. Et c'est en repérant ces problèmes philosophiques que j'ai eu l'envie de continuer cette réflexion. Voilà donc comment est-ce que cette chronique est née. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker en appuyant sur le petit pouce, en vous abonnant aux chroniques philosophiques par Mont et par Vaux pour voir les prochaines qui arriveront dans les semaines qui vont suivre, ou alors de me laisser un commentaire ou une question, c'est toujours très enrichissant de pouvoir dialoguer avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.